Maman Ngozi, une femme respectée de 72 printemps, connue pour ses conseils avisés et ses mains guérisseuses, découvrit un matin que son ventre, jadis marqué par les années, commençait à gonfler. D'abord, elle crut à une maladie, une malédiction peut-être, mais lorsque le vieux guérisseur du village, Baba Tund, posa ses mains tremblantes sur son abdomen et sentit les coups faibles mais distincts d'une vie naissante, son visage se décomposa. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il, les yeux écarquillés. Pourtant, les tests à l'hôpital de Enugu le confirmèrent sans équivoque. Maman Ngozi était enceinte. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Les villageois se divisèrent. Certains y voyaient un miracle divin, un signe des ancêtres. D'autres chuchotaient des histoires de sorcellerie, accusant Maman Ngozi d'avoir pactisé avec des forces obscures. Son propre fils, Emeka, un homme pieux et rigoureux, refusa de la voir, craignant que cette grossesse ne soit une malédiction sur leur famille. Les médecins étaient perplexes. Comment une femme ménopausée depuis plus de 20 ans pouvait-elle concevoir? Les spécialistes venus de Lagos évoquèrent une rare condition médicale, un phénomène de grossesse tardive extrême, mais même eux doutaient. Pendant ce temps, le ventre de Maman Ngozi continuait de grossir, défiant toutes les lois de la nature. Alors que les mois passaient, le village s'enfiévrait. Les pasteurs organisaient des veillées de prière, les tradipraticiens invoquaient chez les esprits et les journalistes affluaient pour capturer l'histoire du bébé miracle. Mais Maman Ngozi, elle, vivait dans la peur. Des cauchemars la hantaient, des visions d'un enfant qui n'était pas tout à fait humain. Un soir, alors que la lune rouge planait au-dessus du Muosha, une vieille femme aux yeux laiteux, qu'on disait voyante, lui chuchota à l'oreille « Cet enfant n'est pas pour ce monde, Ngozi. Il vient réclamer une dette. » Et puis, un matin, les douleurs commencèrent. Les cris de Maman Ngozi déchirèrent l'air lourd du village, mêlés aux chants des femmes qui s'étaient rassemblées autour de sa case. Les hommes, eux, restaient à distance, le regard méfiant comme « Spoum !» Ils craignaient que quelque chose de terrible n'échappe de cette maison au moment de l'accouchement. La sage-femme du village, Iya Abike, une femme expérimentée aux mains rugueuses mais douces, avait vu naître des générations d'enfants. Pourtant, ce jour-là, ses doigts tremblaient en palpant le ventre tendu de Maman Ngozi. Les contractions sont trop rapprochées, mais le bébé ne descend pas normalement, murmura-t-elle à une assistante, la voix empreinte d'une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à cacher. Dehors, le ciel s'assombrissait anormalement, bien que la saison des pluies fût encore loin. Un vent chaud soulevait la poussière, formant des tourbillons qui semblaient danser comme des esprits autour des cases. Certains villageois juraient avoir entendu des murmures dans cette brise, des mots dans une langue oubliée. À l'intérieur, Maman Ngozi, le visage ruisselant de sueur, serrait les dents pour ne pas hurler. Mais ce n'était pas seulement la douleur qui la faisait suffoquer. Depuis quelques semaines, elle sentait quelque chose bouger en elle. Quelque chose qui ne ressemblait pas au mouvement d'un bébé ordinaire. Parfois, elle croyait distinguer des formes sous sa peau, comme des doigts trop longs, des contours qui changeaient. « Poussez, Maman Ngozi !» ordonna Iya Abike, mais ses yeux trahissaient une terreur grandissante. Et puis, soudain, le silence. Un silence si épais qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Même les insectes avaient cessé leur bourdonnement. Dans la case, les femmes présentes retinrent leur souffle. Iya Abike, les mains couvertes de sang, fixait le nouveau-né avec une expression que personne ne parvint à lire. « Qu'est-ce que… » commença une des assistantes avant de reculer brusquement. Maman Ngozi, épuisée, tourna lentement la tête vers ce qu'elle venait de mettre au monde, et son cœur s'arrêta. Le bébé ne pleurait pas. Il respirait pourtant, de petites respirations rapides et sifflantes, mais ses yeux grands ouverts fixaient le toit de la case avec une intensité dérangeante. Iya Abike, les mains encore tremblantes, n'osait pas le prendre dans ses bras. Quelque chose clochait dans sa forme, dans la façon dont ses membres trop fins semblaient se tordre légèrement, comme s'ils n'étaient pas tout à fait solides. « Donnez-le-moi !» exigea Maman Ngozi d'une voix rauque, tendant les bras malgré l'épuisement qui menaçait de la faire sombrer dans l'inconscience. Lorsque la sage-femme déposa enfin l'enfant sur sa poitrine, Maman Ngozi sentit immédiatement le froid. Une froideur anormale, comme si elle serrait contre elle un morceau de nuit plutôt qu'un nouveau-né. Et puis il y avait ses yeux noirs, trop noirs, sans reflet, sans vie, et pourtant il la regardait, il la connaissait. Dehors, un orage éclata sans avertissement.
La pluie frappa le toit de chaume avec une violence inouïe, comme si le ciel lui-même protestait contre cette naissance. Les villageois qui s'étaient rassemblés devant la case commencèrent à se disperser, certains se signant, d'autres murmurant des incantations de protection. « Ce n'est pas un enfant !» chuchota Iya Abike en reculant vers la porte. « Maman Ngozi, ce n'est pas ton enfant !» Mais Maman Ngozi ne l'écoutait plus. Elle était hypnotisée par le petit visage contre son sein. Les lèvres minces et violacées du bébé remuèrent, formant un mot qu'aucun nouveau-né n'aurait pu prononcer, « mère ». Dans le village voisin d'Oumouanou, 3 puits venèrent de se tarir simultanément. Les chiens hurlaient à la mort depuis le coucher du soleil. Et le vieux prêtre d'Allah, la déesse de la terre, s'était enfermé dans son sanctuaire, refusant d'en sortir depuis qu'il avait vu le cygne dans les coquillages. Pendant ce temps, dans la case humide où la pluie commençait à s'infiltrer par le toit, le bébé souriait. Un sourire trop large, avec trop de dents. Les jours suivants, Oumouocha devint un village fantôme. Les habitants fermèrent leurs portes avant le coucher du soleil. Les enfants n'osaient plus jouer près de la case de Maman Ngozi, où des ombres semblaient danser derrière les fenêtres, même en plein midi. Le bébé, si on pouvait l'appeler ainsi, grandissait à une vitesse anormale. En 3 semaines, il avait déjà la taille d'un enfant d'1 an. Ses yeux noirs absorbaient la lumière, et son rire glaçait le sang. Un son trop aigu, trop joyeux, qui résonnait comme un écho venu d'ailleurs. Maman Ngozi, elle, changeait aussi. Ses cheveux, autrefois blancs comme neige, avaient commencé à noircir. Ses rides s'atténuaient jour après jour, comme si la grossesse lui avait volé des années plutôt que de les ajouter. Mais ce rajeunissement n'avait rien de naturel. Sa peau prenait une teinte grisâtre, et ses ongles s'allongeaient, devenant durs et pointus comme des griffes. Une nuit, les villageois entendirent des chants venant de la brousse. Des mots dans une langue oubliée, accompagnés du son étouffé d'un tambour. Ceux qui osèrent regarder par leurs fenêtres aperçurent Maman Ngozi marchant vers la forêt, portant son enfant contre elle. Derrière elle, des silhouettes indistinctes semblaient danser dans l'obscurité. Le lendemain matin, on retrouva 3 poulets égorgés devant la case du chef du village, disposés en forme de symboles inconnus. Leurs yeux avaient été remplacés par des graines noires et leurs plumes étaient couvertes d'une substance visqueuse qui ne séchait jamais, même au soleil brûlant. Finalement, les anciens firent appel à Nedi, la dibia du village voisin, une femme qui parlait aux esprits et connaissait les secrets des mondes invisibles. Lorsqu'elle entra dans la case de Maman Ngozi, son visage se décomposa. « Ce n'est pas un enfant, » murmura-t-elle en reculant. « C'est un écho de quelque chose qui est mort il y a longtemps et qui cherche à revenir. » Elle sortit en hâte, mais avant de partir, elle lança un avertissement au village. « Ne le regardez pas dans les yeux. Ne prononcez pas son nom. Et surtout, ne lui donnez jamais votre vrai nom. » Ce soir-là, alors que la lune se levait, rouge comme du sang séché, le bébé se mit debout dans son berceau pour la première fois. Ses petits doigts s'agrippèrent aux barreaux et son sourire s'élargit jusqu'à déchirer légèrement les coins de sa bouche. Quelque part, très loin, dans un endroit où les arbres poussent à l'envers et où les rivières coulent vers le ciel, quelque chose répondit à ce sourire. La dernière nuit d'Oumouocha commença dans un silence anormal. Même les criquets s'étaient tus. Seul le vent soufflait, apportant avec lui une odeur de terre mouillée et de chair brûlée. Maman Ngozi se tenait au centre du village, son enfant maintenant grand comme un garçon de 5 ans accroché à sa robe. Ses yeux, désormais aussi noirs que ceux de sa progéniture, parcouraient les cases endormies. Autour d'elle, les ombres s'épaississaient, prenant des formes vaguement humaines. Soudain, le sol se mit à trembler. Des fissures apparurent dans la terre sèche, d'où s'échappait une lueur verdâtre. Les premiers villageois sortirent en hurlant pour se retrouver face à une vision d'horreur. Pas les morts récents. Non. Ces squelettes portaient des parures anciennes, leurs ossements noircis par les siècles. Le premier roi d'Oumouocha, Namdi le Cruel, menait la marche, sa couronne rouillée scintillant à la lumière de la lune. Le Dibia Nedi surgit alors, son bâton rituel à la main. « Tu as encore le choix, Ngozi !» cria-t-elle. « Rejette cette chose et nous pourrons… » Sa voix s'étrangla lorsque l'enfant tourna la tête vers elle à un angle impossible. Un sourire carnassier fendit son visage jusqu'aux oreilles. « Trop tard !» murmura Maman Ngozi d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Ce qui arriva ensuite défia toute description. Les corps se tordirent, se fusionnèrent. Maman Ngozi et l'enfant ne firent plus qu'un, formant une silhouette gigantesque aux membres trop nombreux, aux yeux brillants comme des étoiles tombées du ciel.
Les villageois qui n'avaient pas fui tombèrent à genoux, certains en prièrent, d'autres simplement paralysés par la terreur. Le chef du village, le vieux Obi, murmura. « Nous t'avons offensé, ô ancien, pardonne !» La créature émit un son qui n'était ni rire ni sanglot, mais quelque chose d'indiciblement plus vieux que les deux. Puis elle ouvrit ses bouches, car elle en avait plusieurs maintenant, et commença à... Dans la ville d'Enugu, un médecin examinait une patiente étrange. Une femme d'une 40aine d'années, aux yeux trop noirs, qui prétendait avoir perdu la mémoire. « Vous êtes en parfaite santé !» dit-il en souriant. « Juste un peu anémié. Prenez ces compléments de fer. » La femme hocha la tête, son sourire trop large faisant frissonner l'infirmière sans qu'elle sache pourquoi. Dans ses bras, un nouveau-né aux yeux ouverts et conscients serrait faiblement son doigt.